Euradio Nantes vous présente les causeries de la MSH. Bienvenue dans les causeries de la MSH. Donc tous les troisièmes mardis du mois, une personnalité scientifique, ou plusieurs, comme aujourd'hui, vient causer sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. Alors de quoi allons-nous causer aujourd'hui ? Pour commencer, pour poser un petit peu le décor, je vais citer Coluche, donc qui disait « Moi je n'aime pas les pauvres, ils ne pensent qu'à l'argent ». Alors plaisanterie mise à part, cette citation nous dit beaucoup. Qu'on peut parler d'argent même si on n'en a pas, qu'en général l'argent on en veut quand on n'en a pas, et surtout qu'il y a évidemment plusieurs façons de parler d'argent qu'on a ou qu'on n'a pas. Marguerite Duras ne disait-elle pas « On est tous pareils, tous des gens d'argent, il suffit de commencer à en gagner ». Alors l'année dernière, il y a à peu près un an, nous avions parlé des très riches avec George Steiner et son livre sur les très hautes rémunérations. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'autre extrême de l'échelle sociale, c'est-à-dire aux très pauvres. On va donc parler des pauvres, mais plus précisément de leur argent et de leur rapport à l'argent. Alors parler de l'argent des pauvres, cela peut paraître un peu paradoxal, un pauvre se définissant par son manque d'argent justement. C'est à la limite un oxymore. Mais on verra avec nos invités que c'est loin d'être le cas. Des pauvres et de l'argent, on va en parler, et on va aussi parler donc de la façon dont ils ont à gérer ce manque d'argent. Alors, moi je suis économiste, et donc au sens économique et statistique, la pauvreté est beaucoup plus simple à appréhender que par des sociologues, comme on va en parler aujourd'hui. La pauvreté, elle se définit par l'impécuniosité. On parle alors de seuil de pauvreté. Alors c'est quoi le seuil de pauvreté ? Le seuil de pauvreté, c'est un niveau de revenu au-dessous duquel un ménage est considéré comme pauvre. Alors le seuil de pauvreté peut être défini de manière absolue, donc on le définit en fonction d'un panier. Vous allez voir qu'effectivement toutes ces définitions sont aussi importantes pour parler de ce dont on va parler plus tard. La manière absolue, c'est-à-dire en fonction d'un panier de consommation minimale, ou relative, donc en pourcentage d'un revenu qu'on appelle médian, c'est-à-dire le revenu qui sépare la population en deux groupes identiques, ou bien du revenu moyen. Alors c'est pareil, l'une n'est pas plus facile que l'autre, puisque si on définit le panier de consommation minimale, c'est aussi difficile à définir, parce que ne pas avoir de télévision pouvait être considéré à un moment comme un indice de pauvreté, donc ça pouvait être considéré comme un indice de pauvreté à certaines périodes. Aujourd'hui, ça pourrait être considéré, l'absence de télévision pourrait être considérée comme un indicateur de richesse chez une certaine élite intellectuelle. Ne pas avoir de télévision, c'est le nec plus ultra. Alors avec cette définition relative, donc le nombre de pauvres en France se situe autour de 7,5% de la population, donc avec un seuil de pauvreté à 954 euros. 954 euros, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle 60% du revenu médian. Et autour de 13,5% si on définit ce seuil de pauvreté à un niveau de 795 euros, c'est-à-dire à la moitié du revenu médian. Alors ces seuils sont relativement stables depuis une quinzaine d'années. Ils avaient diminué pendant les 30 piteuses, on reviendra tout à l'heure à cette période. Donc ça avait diminué depuis c'est-à-dire au début des années 70, après les 30 glorieuses, où on dénombrait à peu près entre 12 et 18% de pauvres suivant la définition. Donc ça veut dire qu'avec cette définition, aujourd'hui, on dénombre environ 9 millions de pauvres en France. Alors, on va élargir cette définition pour dépasser ce caractère purement financier. On en reparlera tout à l'heure. En France, comme dans les autres pays européens, la pauvreté, elle est multiforme. On peut la définir, donc je viens de le faire, par la faiblesse des ressources monétaires, mais on peut aussi la définir par la difficulté à équilibrer un budget. Donc on en avait parlé ici même avec Pascal Moulevrier, avec son approche sur le microcrédit. On peut aussi donc le définir simultanément par une mauvaise qualité des conditions de vie. Donc vous voyez que si on définit la pauvreté par tous ces critères, on va arriver donc à un chiffre un peu plus important. C'est-à-dire que si la pauvreté monétaire, comme je le disais tout à l'heure, concerne à peu près un peu plus d'un ménage sur 10, c'est à peu près un tiers des ménages qui expriment un net sentiment de difficulté d'existence. C'est-à-dire que par le fait de d'éprouver un des critères que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire le faiblesse des ressources monétaires, difficulté à équilibrer un budget ou bien mauvaise qualité des conditions de vie. Alors, qui sont ces pauvres en France ? Donc les ménages cumulant ces trois formes de pauvreté sont surtout constitués, sans surprise, de personnes ayant un faible niveau de diplôme,
elles sont davantage touchées par le chômage, elles concernent davantage les familles monoparentales et les personnes seules. Et surtout les hommes seuls d'ailleurs. Donc ces catégories de ménages sont les plus exposées. On trouve aussi des ménages qui sont touchés par des problèmes de santé. Alors, mais revenons sur le concept de pauvreté. Là, je vais me rapprocher beaucoup de nos invités, puisque je vais m'écarter un petit peu de ces définitions économiques et statistiques. On voit qu'il est parfois difficile de définir la pauvreté, je viens de le faire. Donc on va faire appel maintenant non plus aux statisticiens, mais aux philosophes. Alors je vais parler des travaux de Georges Simmel. Georges Simmel s'est intéressé aux pauvres, il a écrit un bouquin sur les pauvres, il a écrit aussi une philosophie de l'argent. Donc effectivement, puisqu'on va parler de l'argent des pauvres, je crois que cet auteur est incontournable. Je ne sais pas, je vais peut-être me faire contredire par mes invités. Donc Simmel reprend l'idée déjà banale de son temps, selon laquelle la pauvreté n'est pas une donnée absolue mais relative. Mais de manière plus originale, il ne se contente pas de dire qu'elle est relative à une période historique ou à une société. C'est-à-dire un SDF en France est riche par rapport à un habitant du tiers-monde. Il montre qu'elle est d'abord relative à tout groupe. Donc chaque catégorie professionnelle peut avoir ses pauvres, chaque famille a un de ses membres qui est considéré comme pauvre, même s'il ne l'est pas dans l'absolu. Alors ce qu'il y a de commun à tous ces exemples de pauvres, c'est qu'ils seront, d'une manière ou d'une autre, assistés par leur groupe d'appartenance. Donc la famille, la catégorie sociale ou même l'État. Donc il apparaît donc qu'il n'y a pas de pauvreté en tant que telle. La pauvreté sociale n'existe parce qu'elle est visible, et elle n'est visible que parce que le pauvre est assisté. Donc on voit là effectivement, si vous êtes assisté par les Restos du Cœur, je vous rappelle qu'il y a 1 million de gens qui font appel aux Restos du Cœur, donc on pourra effectivement comme ça cibler un petit peu les poches de pauvreté. Alors la pauvreté ne se définit donc pas par elle-même, mais par la réaction que le groupe a à son égard. Donc, si on prend cette définition, la pauvreté ne peut donc pas se définir de manière quantitative par des caractéristiques qui lui seraient propres, mais par l'interaction existant entre le pauvre et son groupe. Alors là, on se rapproche, je pense, si je vous ai bien lu, on se rapproche des travaux de nos invités que je vais maintenant présenter. Donc, je suis content d'accueillir 2 sociologues, fort sympathiques. Jean-François Lahaye, qui est sociologue, professeur à l'Université de Paris 8, ses recherches portent sur les notions médico-juridiques, la déviance, la pénalité, le punitif, et les effets sur le récit de soi, l'autobiographie, le journal intime. J'espère que j'ai fait le tour, c'est déjà pas mal. Et notre deuxième invité, c'est Nouma Murad, qui est également sociologue, professeur de sociologie à l'Université Paris 7, Diderot, et vous êtes directeur aussi à l'École des hautes études en sciences sociales ? Non ? Bon, son travail de recherche s'effectue dans un domaine délimité par la sociologie de l'État-providence d'un côté, et de l'autre la sociologie des sociabilités et des solidarités. Alors pourquoi les avons-nous invités aujourd'hui ? C'est parce qu'ils ont publié un livre qui s'appelle « 2 générations dans la débine, enquête dans la pauvreté ouvrière », donc publié chez Bayard. Alors je fais donc le résumé du livre, même si on en reparlera. Donc il y a plus de 30 ans, à la fin des années 70, nos 2 sociologues avaient mené un travail de terrain inédit sur une cité du nord de la France en pleine mutation économique et sociale. À l'époque, Johnny Hallyday chantait « Toi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?» en 79. Giscard s'invitait chez les Français, notamment chez les éboueurs parisiens. C'était le 2e choc pétrolier, etc. Donc faut bien situer un petit peu cette période aussi, la conjoncture économique à l'époque. Alors 30 ans plus tard, la situation sociale de notre pays décida les 2 auteurs à retourner sur les lieux de leur première enquête et à retrouver la trace des individus et des familles rencontrées alors. Alors les Écamos, c'est donc la cité dans laquelle nos 2 sociologues ont fait leur enquête. C'était une cité construite pour éliminer les bidonvilles et les taudis pensés comme résiduels des 30 glorieuses. La cité a été détruite, ses occupants relogés et les enfants ont grandi. Ils sont devenus eux-mêmes parents. Mais la pauvreté n'a pas disparu, alors que s'est-il passé en 30 ans ? Alors c'est ce retour sur enquête qui fit naître ce livre, qui voudrait donner à lire ces histoires de pauvreté ordinaire, de parcours chaotiques, en rupture familiale, de fuite devant les huissiers, et de lutte contre les radiations de l'assurance chômage, etc., etc. Alors comme dans leur première enquête, et ils vont nous en parler plus longuement, qu'ils ont fait 30 ans avant, qui s'appelait « L'argent des pauvres », donc qui est paru en 1985, qui est repris en fin de volume, les auteurs ont privilégié la parole des pauvres. Donc maintenant, j'ai trop parlé, je vais leur laisser la parole justement pour qu'ils nous parlent de cette expérience et de ce retour sur enquête. Alors qui commence ? Jean-François ou Nima ?
Vas-y, ouais. Peut-être pour réagir à votre présentation, il est vrai que Simmel a proposé au début du siècle précédent une définition de la pauvreté institutionnelle. Est pauvre celui qui dépend de l'assistance. Et pour nous, nous pensons qu'il y a quelque chose d'autre que l'institution dans la pauvreté. Il y a quelque chose de substantiel. Il y a quelque chose d'originel que nous définissons en introduisant un autre facteur qui est le temps. Ce que Robert Castel appelle l'incertitude du lendemain. C'est-à-dire le fait de vivre sans savoir de quoi le lendemain sera fait, sans savoir ce qui va permettre de vivre pendant ce lendemain ou la journée qui vient, quoi. Ça, à notre avis, ça caractérise de façon substantielle la pauvreté et pas seulement donc le rapport à l'institution. Et si on introduit cet élément du temps, alors on voit aussi que la vie économique, l'argent, vous parliez des usages de l'argent et du manque d'argent, est lui aussi commandé par le temps. Parce que on dit le temps c'est de l'argent, mais peut-être qu'il faut dire le contraire, l'argent c'est du temps. Pour les pauvres, le temps c'est de l'argent pour ceux qui peuvent utiliser ce temps pour éventuellement en gagner plus. Mais lorsque vous êtes dans un contexte où il y a plus d'emploi, où il y a plus de travail, alors le temps c'est pas de l'argent, mais par contre vous avez besoin d'argent pour vivre dans le temps qui vient, dans le temps du lendemain, dans le temps très court de la précarité économique et de toutes les stratégies qui vont avec. Voilà, pour une réaction seulement sur votre présentation sur des choses un peu générales, mais Jean-François peut-être lui peut introduire l'enquête. Peut-être 3 mots pour développer une autre ligne. À côté du temps, c'est l'espace. La pauvreté peut être aussi se définir par la captivité à l'espace, c'est-à-dire vivre dans un rayon de 2-3 km² et tourner de logement en logement. En gros, voilà, il y a des carrières résidentielles où il y a énormément de déménagements, d'huissiers, d'impayés, de nouveaux déménagements, d'huissiers, d'impayés, d'huissiers. Donc, sur un temps long, là aussi, on voit un espèce de manège, et aussi qui va au rythme des constructions, destructions, des politiques publiques. Et là aussi, c'est une caractéristique, c'est quelque chose qui marque justement la situation des pauvres. Je vous remercie. On arrive à la première pause de cette émission. Je crois que j'ai trop parlé, mais je vous laisserai la parole plus longuement tout à l'heure. Merci. Euradio Nantes, les causeries de la MSH. Every evening, calls all out from above, carefully watching for her reason, mistaking devotion and love, without self-preservation, composers who care for themselves, blindness that touches perfection, but hurts just like anything else. Isolation, isolation. Isolation, isolation. Mother, I tried, but believe me, I'm doing the best that I can. I'm ashamed of the things I've been put through. I'm ashamed of the person I am. Isolation, 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 isolation. But if you could just see the beauty, it's
things I could never describe. Seizures of wayward destruction, as if my one looking prize. Isolation, 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 isolation. Radio Nantes, les causeries de la MSH. Vous êtes bien les causeries de la MSH. Donc on parle aujourd'hui avec nos deux invités, Jean-François Lahaye et Numa Murard, de l'argent des pauvres. Alors ils ont été donc amenés à publier un bouquin où ils reviennent effectivement 30 ans en arrière sur on va dire leurs premiers amours ou les lieux du crime, je sais pas. Vous allez nous dire. Donc vous êtes passé de la France de Giscard à la France de Sarkozy. Donc il y a des choses qui ont changé. Alors, mais il y a des choses aussi qui sont restées. Donc notamment donc cette pauvreté qui n'a pas disparu après les 30 glorieuses. Hein. Donc il y a eu les 30 piteuses. Et donc, que sont devenus ces gens, puisque vous les avez retrouvés? Peut-être. Dans quel état vous les avez retrouvés? Oui. Vous avez retrouvé peut-être leurs enfants? Peut-être 3 mots sur l'argent des pauvres, 1984. L'enquête commence en 79. Oui, on était jeunes, on avait à peine 30 ans de moins. Et donc, à l'époque, on se souciait énormément d'écrire les modes économiques et les pratiques économiques des gens dans une cité de 80 logements, de gens qui venaient de bidonvilles, de micro-bidonvilles d'Elbeuf à 20 minutes de Rouen. Et qui, certains étaient dans des courées complètement dégradées et d'autres dans des hôtels désaffectés du centre-ville. Donc une grosse partie d'Elbeuf était très très insalubre. Et la construction des cités de transit 74, 75 ont été construites pour éponger ces bidonvilles et ces précarités. Et donc là, à l'époque, on a un regard assez optimiste et assez oui. Les années 50, 60, le logement social, toute la construction des HLM. Oui. Et donc on est, vous rappeliez tout à l'heure le choc pétrolier, mais au moment du choc pétrolier, on voit pas le choc. Non. On se dit oui, il y a un choc pétrolier, bon voilà, mais ça ne va pas empêcher le progrès social. Il faut rappeler aussi qu'à l'époque, le taux de chômage n'est que ah oui, entre guillemets, de 6%. Même pas. Je me souviens de la première année de Mitterrand, c'était nous n'attendons pas les 500 000 chômeurs. Oui. Il n'est pas question d'arriver à 500 000 chômeurs, qui aurait été scandaleux. 500 000 chômeurs. Donc on était convaincus nous que les gens qui travaillaient peu, qui avaient été licenciés ou dont les parents avaient été licenciés, on était convaincus qu'ils allaient retrouver du travail et on était vraiment convaincus que la pauvreté, c'était un peu la fin de la pauvreté et que l'épongeage par les cités de transit et par l'ensemble du logement social ferait son œuvre et qu'on était pris dans ce progrès social et donc dans l'argent des pauvres on a un ton plutôt assez optimiste, on raconte, on décrit, on fait les comptes, on fait les décomptes, on accède aux fichiers de la caisse d'allocation familiale, on s'aperçoit qu'il y a 30% de salaire sur 80 familles, sur l'ensemble des revenus, il y a 30% de salaire, il y a 60% qui relèvent l'ensemble des allocations et une partie qui nous intéressait, c'est ce qu'on appelait un peu l'économie souterraine, la démerde, quoi. La démerde, le ferraillage, la revente, etc. Et donc on a centré notre attention sur ces questions de l'économie pratique des gens et comment les gens s'auto-protégeaient bon an mal an avec ces flux monétaires. Alors c'est l'époque aussi, vous parliez aussi de solidarité aussi au sein de ce groupe, non? Tout à fait, puisque les gens venaient de poche par groupe de 15-20 familles qui se connaissaient déjà depuis 10-15 ans, qui se retrouvent en site de transit et qui continuent à activer leur solidarité, leurs liens, leurs échanges. Et donc ça forme effectivement
beaucoup de protection, en quelque sorte. Et ça va exploser 10 ans après. Après l'argent des pauvres, la cité est détruite et les gens sont dispersés dans le logement précaire, dans les vieilles baraques. Ils sont évidemment endettés. Certains iront dans le logement social qui commence à se dégrader. Et donc là, on commence à comprendre, nous, assez tardivement, on va mettre plusieurs années même, 90, 91, 92, à réaliser que maintenant, on peut, l'histoire, c'est pas une avancée, on peut marcher en arrière, quoi. Et donc, on met du temps pour accepter l'idée que, non, la pauvreté peut à nouveau s'agrandir, quoi, en quelque sorte. Lima. Beaucoup l'expression 30 glorieuses, même je la déteste. Oui, parce qu'en vérité, c'est furent 30 laborieuses. Je suis désolé. Surtout laborieuses. Oui, surtout laborieuses. Et que justement, ceux qui avaient le moins de ressources en termes de diplôme, etc., sont ceux qui ont accédé le plus tardivement à cette société de consommation. Tu comprends? Dans les années 70, on remplace le vélo par une mobylette, et le jour est pas encore venu où on va remplacer la mobylette par une voiture. Et donc c'est au moment où ils accèdent un peu, où ils pourraient accéder, c'est à ce moment-là que la conjoncture se retourne. Donc on voit souvent ces fameuses 30 années comme une sorte de progression continue de l'ensemble de la population. En vérité, ça s'est fait avec des décalages multiples entre les différentes catégories de population. Voilà. Alors quand on plonge dans l'enquête, quand on passe du temps avec les gens, quand on est proche parce qu'on veut comprendre justement le réseau des échanges, de l'économie informelle et ce qui fait qu'on réussit à survivre dans la précarité économique, alors on se rend pas compte qu'on plonge dans l'histoire sociale. Dans une histoire sociale qui dépasse évidemment largement le petit groupe auquel on peut s'intéresser, et puis petit à petit on est rattrapé. Alors, on est rattrapé par quelque chose qui est en effet la massification de la pauvreté, mais du coup aussi l'enquête s'ouvre. Qu'est-ce que vous appelez massification de la pauvreté? Vous dire c'est le fait que ce qui était comme des situations résiduelles, quoi, comme quelque chose qui apparaissait comme résiduel, en vient à se répandre et à toucher des catégories sociales ou des segments des classes populaires qui jusque-là étaient relativement indemnes, relativement protégés par un état social actif, relativement protégés par un logement social encore jeune, pas encore dégradé, et relativement protégé par tous les systèmes de sécurité sociale, quoi. Voilà, y compris l'assurance chômage, ou au premier rang desquels l'assurance chômage pour passer les périodes de licenciement, aller d'une entreprise à l'autre, pouvoir faire face à des fermetures dans le textile en se tournant vers d'autres secteurs industriels, et ainsi de suite, quoi. Voilà, et alors, dans un sens, ça réintroduit ce qui pouvait être une petite enquête empirique, parce que 80 familles, c'est quoi? C'est rien, on pourrait dire. Le groupe auquel vous intéressiez il y a 30 ans, c'était pas généralisé, c'était comme une certaine classe sociale, c'était pas... Quand vous parlez de massification, on a l'impression qu'effectivement, la pauvreté va toucher d'autres groupes. Mais là, c'était quand même très ouvrier, comme. Oui, absolument. C'est, disons, les fractions les moins qualifiées et les moins stables de la classe ouvrière. Voilà. C'est ça c'est ça, la cité de transit. On pourrait dire le groupe de ceux qui n'ont vraiment que leur force de travail à vendre, hein, qui vivent de leur sueur. Et ce qui se passe à partir des années 80, effectivement, c'est que le prix, la valeur de la sueur chute brutalement. Au cours de la bourse, 80, ouais. La sueur ne vaut plus rien, et ils se trouvent entièrement démonétisés. Leur travail se trouve entièrement démonétisé, et alors effectivement, on peut dire qu'ils rentrent pour longtemps dans l'armée de réserve du travail, mais que pour beaucoup, en tous les cas, ils retrouveront jamais de travail, quoi. Voilà, je crois que c'est ça. L'histoire dans laquelle ils se trouvent. Ce qui est difficile à percevoir, c'est que dans leur tête, pendant une décennie au moins, ils vont rester ouvriers. Ils vont avoir les réflexes ouvriers. Ils vont avoir une pensée ouvrière, des projets, des projections, alors que le porte-monnaie est vide.
Donc c'est ça qui est très difficile à percevoir, c'est la différence entre ce que les gens ont en tête et leur réalité objective, en quelque sorte. Et l'espace ouvrier lui-même va se fractionner. L'espace de la vie ouvrière, l'espace urbain où la vie ouvrière trouve ses modes d'exposition, dans les cafés, dans les cafés, dans les rues, dans les lieux de loisirs, etc. Cet espace lui-même va se fractionner et de plus en plus, ils vont se trouver coupés, on pourrait dire, du reste des classes populaires. Disons que c'est un mode de vie qui va petit à petit s'effacer, on peut dire, hein. Et puis un clivage de plus en plus important va se manifester entre, disons, les classes populaires respectables, ceux qui peuvent garder qui ont encore un peu le nez au-dessus de l'eau, et puis ceux qui vraiment alors sont du côté de l'assistance. C'est là où le rapport à l'assistance est capital, évidemment. D'accord. Ceux qui sont plus du côté de l'assistance, du côté des institutions aussi sociales, du côté du travail social, du côté de l'aide sociale à l'enfance, du côté des services sociaux, quoi, qui prennent en charge et qui essayent tant bien que mal de redresser leur conduite, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on va aborder la deuxième génération, parce qu'on on a beaucoup parlé de la situation. Ce que je retiens un petit peu de tout ce que vous dites là, c'est que effectivement, il y a 30 ans, il y avait cette espèce d'optimisme, on croyait effectivement que la pauvreté c'est fini, quoi. Ouais. Et deuxième chose, et puis aussi cette certaine solidarité au sein de cette population très très pauvre, quoi. Là. Et aussi, alors ça je vous ai écouté tout à l'heure, c'est le fait aussi que la pauvreté on la mettait on l'a globalisée, mais on la met de côté, quoi. Et que ce qui a peut-être changé, c'est que maintenant on met pas les pauvres à l'extérieur, on les met dans la ville. Donc on abordera peut-être cet aspect-là dans la suite de l'émission, mais on va changer de période, on va vous faire vieillir de 30 ans et on va parler un petit peu de la situation actuelle à travers effectivement cette transmission intergénérationnelle. Je ne sais pas si c'est le cas. Merci. Euradio Nantes, les causeries de la MSH. So
Euradio Nantes, les causeries de la MSH. Eh bien, nous accueillons aujourd'hui Jean-François Lahaye et Numa Murard, deux sociologues qui, dans les années, enfin, la fin des années 80, avaient publié donc un essai, on va dire, sur l'argent des pauvres, et qui sont retournés, qui ont fait un retour sur enquête, qui sont retournés sur les lieux de leur première enquête pour voir ce qu'étaient devenus ces gens qu'ils avaient donc enquêtés, on va dire, il y a 30 ans. Donc ça a fait l'objet donc d'un second livre dans lequel ils reprennent aussi le premier qui s'appelle 2 générations dans la débine, enquête dans la pauvreté ouvrière, paru aux éditions Bayard. Alors on a parlé de la France de Giscard, de la fin des années 70. Donc vous avez été, donc on va parler aujourd'hui de la France de Nicolas Sarkozy. En 2010, vous avez donc été réenquêté, donc ces gens que vous aviez connus il y a 30 ans. Alors, tout à fait. Ça nous intéresse. Oui, c'était un retour difficile, laborieux aussi, et retrouver des gens 30 ans après, c'est toujours très très émouvant, et la reconnaissance n'est pas évidente. D'une part, les adultes qu'on a connus ont aujourd'hui 70 ans, 70 ans, et les enfants qui avaient 8 ans ou 40 ans. Et donc, ça crée plein de chassés-croisés dans la tête des enfants qui ont 40 ans et dans notre propre tête. Le retour, retrouver des gens, plusieurs difficultés. La première, évidemment, la cité est détruite depuis plus de 20 ans. Donc les gens sont dispersés dans la ville. Deuxième difficulté, les gens ont pu changer de nom une fois, ont pu changer de nom 2 fois. Et donc les identités sont troublées. Ensuite, troisième difficulté, est-ce que eux ont envie de nous voir ? Nous, on a envie de les voir, peut-être. Et donc voilà, pour eux, pour une personne sur 2, c'est un rappel un peu douloureux de ce passé. En gros, on peut partager peut-être les gens rencontrés en 2 comme ça. Tous les gens qui ont réussi à retrouver du travail, même peu qualifiés, que ce soit à l'hôpital ou dans les municipalités, au conseil général ou chez Renault, sont des gens qui ont accepté de nous voir, mais tout en gardant à distance le passé. Et c'est-à-dire c'est un peu un discours sur on préférerait ne pas trop toucher à cette histoire qu'on a quittée et pour lesquelles qu'on a réussi aussi à améliorer nos conditions de vie. On peut habiter dans un petit pavillon en dehors de la ville d'Elbeuf et donc on n'a pas envie de revenir là-dessus. Et l'autre partie des gens qui sont dans le logement précaire et qui sont toujours poursuivis par les huissiers et qui demandent toujours un logement social et qui sont affectés par cette histoire encore aujourd'hui et qui acceptent plus facilement de réexaminer un peu ce passé. Dans ce réexamen, on est très démunis. On va pas ouvrir l'argent des pauvres avec eux en disant à la page 283, il s'agit de vous, etc. On y va avec une photographie. Vous aviez combien de familles vous aviez interviewé dans ce retour? Oui ou non, même avant. Avant, on connaissait plus de la moitié des gens. On connaissait les 3/4 des gens. C'est-à-dire, parce que ça représentait combien? C'était 80 familles. On connaissait au moins 60 familles parce qu'on était toujours invités par un autre qui nous tirait par la manche à l'étage au-dessus, qui ensuite nous tirait Donc, les gens nous emmenaient. On avait des pilotes, en gros. On avait des pilotes qui savaient qu'on cherchait à faire un peu des petits bilans économiques des ressources, etc. Et donc, ils nous emmenaient et on les suivait, quoi. Et là, 80 familles. Vous en avez retrouvé combien? Là, on en a retrouvé une vingtaine, difficilement. Beaucoup de choses ont changé pour eux. Les enfants qui ont 40 ans maintenant ont souvent une autre situation, ont un autre regard. Ils peuvent revenir sur cette mémoire à partir du regard de l'enfance. Donc c'est à la fois une histoire assez douloureuse parce que l'issue de la cité de transit qui a été détruite a été difficile pour tout le monde. Le principe de la cité de transit, c'est que les gens venant des bidonvilles passaient dans cette cité dite de transition
pour arriver à habiter, apprendre à habiter. C'est écrit dans les textes, avec des équipes socio-éducatives, et au terme de quelques années, sachant se servir d'un robinet d'eau chaude ou d'eau froide, pourront aller en HLM. Manque à pas de chance, la cité est détruite, et les gens sont redistribués un peu en HLM et beaucoup dans le logement précaire, situation qu'ils avaient déjà connue 20 ans avant. Donc c'est une mémoire difficile, douloureuse, et en même temps, les situations sont très très diverses. Les gens qu'on a pu retrouver sont plutôt les gens, oui, qui n'ont pas vraiment quitté cette situation de pauvreté. C'est ça, ouais. C'est ça. Par contre, ceux qui l'ont quitté, vous savez pas ce qu'ils sont devenus. Si, dans le discours, mais ils ont pas. Je pense que c'est un problème de la mémoire. Le problème de la mémoire, c'est que on a plutôt envie de revenir sur les événements ou les périodes un peu heureuses, ou surtout si on s'en est sorti. Donc, mais on n'a pas envie de soulever les questions douloureuses. Numa. L'anthropologue américain Oscar Lewis pensait qu'il existait une culture de la pauvreté invétérée et enracinée chez les pauvres qui aboutirait à une reproduction de la pauvreté de génération en génération. Évidemment, il se trompait. Et même si notre enquête récente est moins exhaustive que ne l'était celle des années 80, il y a beaucoup de changements qui sont intervenus et qui montrent que la pauvreté n'est pas un isolat social qui se développerait et perdurerait indépendamment de l'environnement socio-économique dans lequel elle est. Et non seulement ça, mais en plus ces formes de sociabilité qui se développaient dans le contexte de la cité de transit, ils ont eux-mêmes disparu, et pour une part les habitants de la cité eux-mêmes ont contribué à la faire disparaître. Tu parlais de solidarité, et en effet, il y a des échanges économiques très intenses qui se déroulaient dans la cité, mais en même temps, et comme toujours, les histoires de solidarité finissent mal en général quand il n'y a pas d'institution pour les soutenir derrière. Donc toute une partie des gens, et justement ceux plutôt. La solidarité, elle est complémentaire, quoi. Je veux dire par là, non, que la solidarité, en vérité, c'est ce qu'on avait appelé des formes de sociabilité obligatoires, c'est-à-dire quand tu es dans un collectif, et alors tu es obligé, en fin de compte, de participer aux échanges, sinon alors tu peux pas survivre, ou on va t'agresser, ou tout le monde va te faire la gueule, et finalement on va t'agresser et tu vas pas pouvoir survivre. Et là, beaucoup des gens, surtout ceux peut-être qui s'en sont sortis le mieux, ils pointent le fait que cette solidarité avait fini par devenir extrêmement pesante et même violente, quoi, hein, entre les gens. Une personne racontait, nous disait, à la fin, tu comprends, il y en avait qui remontaient d'Elbeuf avec leurs courses, et les autres, ils étaient au balcon à les guetter pour savoir ce qu'ils allaient manger le midi. Donc là, c'est ça la solidarité qui tourne mal, quoi, hein, parce que ça devient pression sociale. Donc eux-mêmes ont conscience du fait que d'une certaine façon, la destruction de la cité a été, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, la possibilité de passer à autre chose, de faire autre chose, et de sortir de cet enfermement qui était en même temps un refuge. On pouvait se protéger de l'extérieur, mais on était aussi enfermé dans cet espace restreint dont Jean-François parlait, et qui est en effet sans doute une caractéristique essentielle de la pauvreté. Un seul exemple des changements considérables intervenus depuis, c'est celui de la taille des familles. C'est-à-dire, dans la cité de transit des années 80, tu as des très grandes familles, soit des très grandes familles avec un seul couple de parents, des 7, 8, 9, 10, 11 enfants, parce qu'il y avait quelques pavillons, il y avait des blocs, et puis il y avait des pavillons. Donc, installés dans le pavillon, des très grandes familles, disons familles très nombreuses, pauvres,
soit aussi des grandes familles par agrégation de filiations successives au rythme des alliances. Donc des familles de 6, 7, 8, parce qu'il y en a 3 d'un lit, 2 dans un autre lit, etc. Et donc tu arrives aussi à des grandes familles. Alors que dans la génération des enfants, tous ceux qu'on a vus et qui arrivent quand même en bout de calendrier de fécondité, ou en tout cas ils vont plus sans doute avoir d'enfants, ils ont 2 enfants, ils ont 3 enfants, ils ont un enfant. Donc ça c'est un changement considérable, mais derrière ce changement, il y a aussi une permanence, parce que comme à l'échelon tu parlais de l'intergénérationnel, à la génération supérieure, il y a beaucoup de collatéraux. Puisqu'il faisait partie de familles très nombreuses. Donc il y a beaucoup d'oncles et de tantes, etc. Donc il reste des réseaux familiales très étendus, et du coup des histoires familiales elles-mêmes inextricables, oui, et qui chacune pouvant faire l'objet d'un roman généalogique qui prendrait des centaines et des centaines de pages, parce que ça part dans toutes les directions. Les événements successifs se sont multipliés, aussi bien les événements heureux que les disputes et les haines parfois inexpiables entre des segments familiaux de la génération précédente. Donc là, c'est vrai qu'il reste une caractéristique qui, je crois, est différenciée d'un point de vue anthropologique peut-être de la norme de la société française. On est passé dans la société française en général d'une famille que les anthropologues disent horizontale, parce qu'il y avait beaucoup de collatéraux, etc., à une famille verticale, c'est-à-dire on a beaucoup moins de collatéraux, mais sur 4 générations parfois, qui sont vivants au même moment, mais dans les espaces où la famille a diminué plus tardivement, alors il reste cette dimension du réseau familial élargi, qui aujourd'hui encore constitue, y compris pour les plus jeunes, une référence et un milieu de vie très 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 riche, même si alors effectivement ils sont dispersés dans la ville, mais avec des réseaux d'interconnaissance très très étendus, quoi. Voilà. D'accord. Jean-François. Non, de toute façon, je pense qu'on arrive à l'issue de cette 3e partie, donc on va reprendre notre causerie un petit peu plus tard. Euradio Nantes, les causeries de la MSH.
Euradio Nantes, les causeries de la MSH. Eh bien, nous parlons toujours de l'argent des pauvres. Alors, on aborde la dernière partie de cette émission. Donc, effectivement, on était dans France de Giscard, on est passé à la France de Sarkozy. Aujourd'hui, il y a le chômage est beaucoup plus fort que dans à la fin des années 70. Il y a le problème de la mondialisation, de la désindustrialisation, etc. Donc, la conjoncture aussi a changé. Donc, effectivement, cette population, a changé de par son histoire sociale, mais aussi, on peut supposer qu'elle a changé de par la conjoncture économique aussi. On n'est pas du tout dans le même environnement. Alors, on va dans cette dernière partie. Alors on va parler des aspirations de cette population. Numa ? Oui, un exemple, les jardins ouvriers au bord de la Seine. Une aspiration, c'est la nature. Je pense que derrière ce goût pour la nature ou pour les animaux, les chiens, les animaux domestiques, l'amour des bêtes, je pense qu'il y a des aspirations qui sont dans une certaine normalité, mais qui parlent aussi de la présence des pauvres au monde ordinaire, au monde des autres. Je pense aussi que ceux qui parlent de la présence de ces gens, de nos enquêtés, au monde ordinaire, c'est aussi le soin apporté au décor des intérieurs du logement, à la disposition des souvenirs, des photos, des bibelots, de tout ce que l'on crée autour de soi, comme pour signifier le fait qu'on participe aussi au monde d'autrui. Il me semble que c'est une aspiration assez importante et elle se manifeste aussi dans la prise de parole. Oui, on peut continuer même sur le mode d'habillement, sur l'habillement. Tout simplement, on voit quand même beaucoup de singularité et beaucoup d'adhésion aux vêtements modernes. Les étudiants qui viennent à l'université, par exemple, une partie d'entre eux, on les prend pour des classes moyennes. Alors que... Il y a des gens qui accèdent à l'université. Tout à fait. Il y a des jeunes, il y a des jeunes qui accèdent à l'université, qui ont leur portable, qui sont sur une scène universitaire où ils essaient de se montrer sous le jour le plus intégré. Et c'est très touchant parce qu'en même temps, on sait que ce n'est qu'une scène de leur existence. Et sur les autres scènes, ils sont rattrapés par, justement, ils sont hébergés toujours chez leurs parents, avec leurs frères et sœurs. Ils rament, ils essayent de défendre à soutenir un frère qui ne réussit pas ou une sœur. Donc voilà, il y a une dextérité chez les jeunes, une compréhension, une intelligence de passer d'une scène sociale à une autre. Et ça s'est vu dans ce retour sur enquête, aussi sur la prise de parole des gens. Ça, c'est une des choses qui nous a frappé le plus. C'est, d'une part, on a mené une vingtaine d'heures d'entretien enregistrés avec une vingtaine de familles. Et ce qui nous a frappé, c'est de quelle manière ils arrivent à soutenir un discours, une discussion, une analyse et même, évidemment, une réflexivité sur leur propre vie. Donc cette réflexivité, on sent qu'elle est pétrie par l'individualisation, qui a un aspect positif, qui est justement un esprit critique eu égard aux institutions, mais aussi un regard critique sur leur passé, sur les difficultés de leur enfance, sur les difficultés dans leur rapport à leurs enfants. Un matin, dans la cour, une grand-mère est venue avec le journal d'Elbeuf à la main. Sur la une du journal, elle est en photo et le titre, c'est « Le cri d'une grand-mère ». Le cri d'une grand-mère qui réclame la garde de ses petits-enfants. Et donc, elle nous a lu à voix haute l'article, fière de son cri, et nous demandant évidemment de l'aider pour essayer d'avoir la garde de ces petits-enfants dont elle considère qu'ils sont beaucoup abandonnés par leurs parents. Et donc ça, c'est une scène qu'on n'aurait jamais vue avant.
Donc on a le sentiment que l'expressivité est plus grande et le souci des autres, des proches, est plus grand. Et ce souci, eu égard aux autres, elle est quand même liée à ce soutien permanent des filets de protection, des filets de protection de l'hôpital, des soins à domicile, de toutes les interventions. En France, on imagine, il y a énormément de petites interventions. Elles sont pas grosses, elles sont petites, mais il y a beaucoup d'intervenants très hétérogènes qui interviennent sur les familles, dans les familles, avec les familles. Et on a l'habitude d'en faire une critique, la critique sociale du travail social. Mais il faut, se dire aussi sur un temps long, on prend une dimension un peu historique, on voit des effets, bénéfiques. Le regard que les gens ont sur eux-mêmes est soutenu et porté par les institutions, qui les pousse à réfléchir, pour le dire très, très, très simplement. Et donc, il y a un gain. Il y a un gain à réfléchir sur ce qui se passe autour de soi et pour soi. Et c'est branché, évidemment, sur... Il y a moins de solidarité moins de solidarité privée, plus de solidarité publique. Oui, puis il y a plus de distance entre les gens, même s'ils sont encore collés par moments entre eux. Mais à force de regarder des émissions de télévision sur ma vie familiale, ma vie amoureuse, ma vie sexuelle, comment j'ai adopté des enfants. Je crois que vous avez fait un livre là-dessus sur la vôtre. Non, c'est mais c'est vrai que à force de voir des gens à la télévision raconter leur vie et ne pas hésiter à raconter des choses qui peuvent parfois nous gêner, nous choquer. Nous barber carrément aussi. Oui. Des fois, oui. Ça a des effets de moi aussi je peux raconter ma vie. Et donc moi, grand-mère, je veux m'occuper de mes petits-enfants. Donc voilà, ils disent des choses qu'ils ne pouvaient pas dire avant. Comme une différence entre en parler à un sociologue et en parler à la télé. Oui. C'est vrai que si on peut en parler à la télé, on peut en parler aux sociologues. Exactement. Mais c'est pas qu'il y a moins de solidarité privée et plus de solidarité publique. C'est que vous parlez quand même d'individualisation quand même. Donc. Oui, mais c'est le fait qu'il y ait des systèmes de solidarité publique qui permettent de rendre les relations plus électives. C'est-à-dire, on peut plus choisir. Si on est moins tenu par l'argent, on peut plus choisir du côté du côté en économie, on voit bien ça aussi. Par exemple, si l'État assure, par exemple, les retraites, il y aura plus de solidarité à l'intérieur de la famille. C'est des choses qui sont plus complémentaires. Il faut les voir de manière complémentaire. Donc, il ne faut pas oublier non plus cette dimension quand l'État social abandonne certaines de ses prérogatives. Vous parlez des retraites, c'est une chose formidable. Les gens qui ont réussi à traverser, on peut dire, la vie active en arrivant jusqu'à l'âge de la retraite, même si les retraites sont parfois très modestes parce que les biographies professionnelles ont beaucoup de trous, mais ils arrivent avec un revenu qui n'est pas un revenu d'assistance et qui, on pourrait dire, les libère du souci lancinant du travail. Car le travail reste l'emploi, le travail reste la valeur absolument dominante de partout, dans tous les recoins, y compris des conversations à l'intérieur de la famille et de la façon dont on se regarde et dont on se jauge les uns les autres. Donc ceux qui sont arrivés jusqu'à la retraite avec une pension qui légitime en fait le fait qu'ils ne travaillent plus, ceux-là sont beaucoup plus détendus, ils sont beaucoup plus calmes, ils regardent les choses avec beaucoup plus de philosophie, ils prennent ce temps pour s'ouvrir peut-être à des choses qui les intéressaient pas avant, et alors on voit le rôle essentiel que ça joue, quoi. C'est ce que vous disiez au début, c'est l'argent qui vient du temps aussi, donc ça permet de relâcher la contrainte budgétaire, donc c'est vrai que c'est plus facile. Voilà, l'argent qui donne du temps devant soi. Donc le rôle de l'État social est décisif. En même temps, on peut pas juger, si on regarde les choses d'une façon un peu plus générale, que son effort est suffisant. Enfin, on se rend pas compte. L'État social, ça a été une invention extraordinaire pour répondre, disons, aux dégâts ou gérer ou adoucir les dégâts de l'industrialisation. Mais est-ce que notre État social d'aujourd'hui, il est à la mesure des dégâts de la désindustrialisation? J'en suis pas sûr. Et en particulier du côté de l'assurance chômage, je pense que l'effort social en matière d'assurance chômage n'est pas du tout à la hauteur de ce qui se passe dans le domaine de l'emploi. Voilà. Oui, c'est une grande question, c'est-à-dire les effets de la mondialisation sur la protection sociale, mais il y a un cours que je fais en ce moment donné par Alain Suppiot là-dessus. C'est vrai que c'est une vraie question, ouais. Alors vous parlez juste
si je vous ai bien lu, hein, c'est ce qui m'a beaucoup surpris, c'est l'absence du politique dans le discours, dans le discours de vos familles. Et ce qui alors aujourd'hui, ça me surprend moins, mais dire qu'il était absent il y a 30 ans, je trouvais ça plus surprenant, parce qu'il y avait quand même à l'époque, il y avait la classe populaire il y avait comme Marchais, il y avait. Oui, mais ils ont été très vite, ils étaient inscrits dans le travail pour une part d'entre eux, mais très vite, quand on est exclu du travail, je sais pas si vous vous souvenez, très vite les syndicats, vous êtes chômeur, bon, vous n'êtes plus syndiqué. Et donc les gens ont été écartés par les syndicats. Et ils l'ont vécu comme donc les syndicats, c'est que pour les travailleurs, et les non-travailleurs n'ont pas le droit aux syndicats. Donc ça joue un rôle d'exclusion très important. Les syndicats ont été très exclusifs de ce point de vue-là. Et leur discours sur la politique, pour eux, la politique existe quand même. Il est en bas de l'échelle. En bas, c'est l'office HLM, c'est le maire et ses adjoints. Parfois, on connaît un adjoint ou on le croise dans la rue. Donc, on sait que à la mairie, on peut frapper quand même à la porte. Donc, et le troisième élément de la politique, c'est la caisse d'allocation familiale, le guichet, la guichetière ou l'assistante sociale. Donc c'est des personnes physiques. La politique, c'est des personnes concrètes qui vous écoutent plus ou moins mal, qui traitent votre dossier de telle ou telle manière, qui vous empêchent d'accéder à votre dossier, donc voilà, leur prise sur le politique, c'est ces 4 personnages. Très concret. Ouais, extrêmement concret. Le reste n'a pas de consistance pour eux. Et Le politique découle du scolaire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas allé à l'école au-delà de la 6e, comme le racontait la jeune fille que vous avez écoutée tout à l'heure, vous pouvez pas vous intéresser à la politique autrement qu'à une sorte de mascarade ou de spectacle amusant. Même il y a 30 ans. Même il y a 30 ans. Et les modes d'encadrement des classes populaires qui étaient mis en place à la fois par le PCF, les syndicats ou les associations d'éducation populaire ne mordaient pas sur ces franges-là les plus pauvres des classes populaires. Et il n'y avait rien là-haut à la cité. Ils étaient déjà à l'époque, c'était ATD Carmonde, c'était les bons alimentaires de la mairie. Pour eux, la politique, c'est les bons alimentaires de la mairie. Ou les découpages qu'il fallait faire pour le livret d'allocation mensuelle, il fallait aller à la mairie tous les mois attester que tous ces enfants étaient vivants. Donc quelqu'un mettait un tampon pour dire oui, tel enfant, Claude, Pierre, Jacqueline, oui, ils sont bien vivants, elle peut avoir son allocation. On a oublié ça. Mais c'est vieux et c'est pas vieux. Enfin, c'est loin et c'est pas loin. Donc de ce point de vue-là, beaucoup de choses ont changé. Quitter les bons alimentaires, quitter le tampon pour les enfants vivants, quitter ces contrôles. Ça, c'était fin des années 70. Oui. Et donc les gens ont ça en souvenir, mais en même temps, le temps est passé, quoi. Et on peut dire ce qu'on veut du revenu minimum, le RMI et RSA, ça n'empêche que, eu égard à cette histoire-là, c'est un peu autre chose quand même, quoi. Et je crois qu'on arrive au terme de cette émission. Vous avez rien à rajouter? Merci de votre invitation. Je vous remercie beaucoup, Jean-François Lahaye, Nouma Murat, pour donc cette heure de causerie. Donc à propos de votre ouvrage, donc qui fait écho à un ouvrage que vous avez écrit il y a une trentaine d'années, qui s'appelait L'argent des pauvres, un très beau titre. Donc un ouvrage qui aujourd'hui s'appelle 2 générations dans la débine, enquête dans la pauvreté ouvrière. Je conseille à tous nos auditeurs de lire ce livre très intéressant. Donc aux éditions Bayard. Nous nous retrouverons donc dans 3 semaines pour une autre causerie. Je finirai toujours comme d'habitude par une citation. J'ai cité Coluche en début d'émission. Je vais finir par Coluche, qui citait dans une chanson qui s'appelait La misère. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses. Merci. Merci bien.